il est temps maintenant de reprendre nos développements. Alors, je tiens tout d'abord à remercier encore une fois le professeur Hubeda Sayar pour avoir organisé cette manifestation, ainsi que tous ceux qui contribuent à la réalisation de cette journée. Je pense notamment, bien sûr, aux collègues, mais aussi aux étudiants et au personnel qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet. Et par ailleurs, je tiens également à la remercier et à la fois, je dirais, me faire confiance pour assurer cette mission qui est la mienne cet après-midi, donc de présider les travaux qui vont nous conduire à deux développements, puisque deux thématiques sont envisagées. Tout d'abord, un premier volet sur la réparation, ou les réparations même, et les réinsertions individuelles, comment se réapproprier son passé. Et ensuite, le deuxième thème sur la réparation du tissu social, comment construire son présent et se projeter dans l'avenir. Alors, bien évidemment, sur le programme, vous avez pu le remarquer, il y a un certain nombre d'invités, de communicants, mais permettez-moi, Muriel, nous avons un invité surprise. Je l'ai moi-même invité. Oh, rassure-toi. Il s'agit, je pense que vous connaissez, Madame Simone Veil. Elle a écrit un ouvrage, Une vie. Et ce matin, lors de nos débats, l'un des intervenants nous expliquait qu'il était extrêmement difficile pour les victimes, notamment de la Shoah, de se reconstruire et de construire une vie riche, une vie qui, je ne vais pas dire fasse abstraction du passé, mais qui permette d'avoir des objectifs. Et je pense que Simone Veil fait partie de ces personnalités extraordinaires. J'ai eu la chance de la rencontrer. Vraiment une dame qui, je dirais, qui force l'admiration. Et lorsque vous lisez son bouquin, bien vous le voyez justement, elle a saisi, je dirais malheureusement, cette période de sa vie particulièrement difficile, dramatique, pour se construire, mais aussi construire l'avenir des autres, de par ses responsabilités tout d'abord professionnelles, de juriste, mais aussi, bien sûr, de femme politique. Je ne peux pas m'en empêcher, Muriel, puisque nous sommes tous les deux internationalistes, mais nous sommes, enfin, je suis aussi, tu l'es aussi, nous sommes tous, peut-être moi un peu plus européanistes. Et donc, vous le savez, elle a été présidente du Parlement européen, et donc elle a contribué à cette évolution de l'espace européen, fondée sur les valeurs dont nous avons discuté ce matin, et sur lesquelles, je pense, il faut sans doute aborder sous un prisme sans doute reconstructeur ou constructif, justement ces difficultés liées aux atrocités de masse. Et pour lancer justement cette demi-journée, je me permets de me faire lecteur, très brièvement, d'un discours qu'elle a tenu à Auschwitz en 2005. Et elle nous disait ceci: il ne suffisait pas de détruire notre corps, il fallait aussi nous faire perdre notre âme, notre conscience, notre humanité. Privés de notre identité, dès notre arrivée, à travers le numéro encore tatoué sur nos bras, nous n'étions plus que des stucs, des morceaux. Le tribunal de Nuremberg, en jugeant pour crime contre l'humanité les plus hauts responsables, reconnaissait l'atteinte portée non seulement aux victimes, mais à l'humanité tout entière. Et pourtant, le vœu que nous avons tous si souvent exprimé, de plus jamais ça, n'a pas été exaucé puisque d'autres génocides ont été perpétrés. Aujourd'hui, un nouvel engagement doit être pris pour que les hommes s'unissent au moins pour lutter contre la haine de l'autre, contre l'antisémitisme et le racisme, contre l'intolérance. Les pays européens qui par 2 fois ont entraîné le monde entier dans des folies meurtrières ont réussi à surmonter leurs vieux démons. C'est ici où le mal absolu a été perpétré que la volonté doit renaître d'un monde fraternel, d'un monde fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité. Et donc, sans transition, je me permets donc
de passer la parole tout d'abord à Monsieur Debanne, qui est donc directeur du secrétariat du Fonds au profit des victimes à la Cour pénale internationale, qui va donc nous parler de la réparation des préjudices subis par les victimes. Je vous cède la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par dire que votre lecture de ce fragment de Madame Simone Veil, c'est très pertinent parce que Madame Veil était la première présidente du conseil d'administration du Fonds au profit des victimes. Donc là, il y a un lien incontournable déjà qui se propose autour de la table. C'est très intéressant et c'est très pertinent. J'aimerais d'abord commencer par dire que, bon, je suis grandi dans une famille bilingue. Malheureusement, le français n'était pas là-dedans. Donc, si je parle français, si je donne l'air de m'exprimer en français, il ne faut pas oublier que c'est pour 50% du bœuf. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, il y a toujours possibilité, je crois, de poser des questions après. Et je peux répondre en anglais, je peux répondre en français, mais je crois que ça va aller. Avant de parler du fond, j'aimerais bien partager une réflexion sur cette phrase reconstruction individuelle. C'est vrai, c'est pas une phrase technique juridique, mais c'est quelque chose qui se propose comme surtout les reconstructions individuelles après les crimes de masse. C'est jamais quelque chose qui se propose comme une proposition neutre. Comme une proposition qui est apolitique ou amorale au niveau personnel, au niveau communauté. Tout effort d'avoir une reconstruction au niveau individuel, au niveau collectif, implique faire des choix. Faire des choix au niveau personnel, faire des choix au niveau de la communauté, faire des choix au niveau du système juridique et politique qui se propose. Et c'est quelque chose de toujours important à prendre en compte parce que si on se perd dans les débats, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, il y a toujours une tendance de trouver des solutions techniques. Mais de notre côté, de notre perspective, il est très important toujours de considérer qu'à la fin du jour, on parle de reconstruction au niveau personnel, au niveau de l'humanité. Et c'est quelque chose qui se perd de temps en temps dans le système juridique, dans le système de justice qui se développe. Et comme ça, bon, tout préjudice, toute souffrance qui résulte des crimes internationaux, des crimes de masse, inévitablement touche la vie au niveau personnel des victimes. Ça va sans dire. Mais la qualité de cette souffrance, de ce préjudice, la qualité individuelle est donc incontournable. Néanmoins, on ne peut pas ignorer que l'intention même de ces crimes est souvent d'attaquer l'identité communale de ces personnes, des personnes affectées. Effectivement, de détruire la communauté dont la personne fait partie. Donc, la victimisation en masse qui est impliquée dans le type de crime qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide, l'agression. Cette victimisation en masse, c'est quelque chose qui définit la souffrance, la préjudice au niveau individuel, mais qui la dépasse aussi. Et c'est une circonstance très difficile de négocier dans la conceptualisation et la mise en œuvre des mesures de réparation ou de l'assistance. Parce que dans le contexte de la Cour pénale internationale, ceci est basé sur base de ce principe de responsabilité pénale individuelle, mais aussi de la responsabilité financière individuelle pour financer les réparations aux victimes des crimes qui ont été condamnés. Alors, la grande échelle des crimes, le fait qu'ils touchent la vie personnelle, mais aussi la vie communale, avec le lien individuel, personnel, avec la personne condamnée au niveau pénal, mais aussi au niveau de responsabilité financière, il y a une tension entre les deux qui n'est pas facile à négocier. Et le système de réparation qui est en train d'être mis en œuvre au sein de la Cour pénale internationale
souffrent déjà de cette tension et il faut trouver des solutions pratiques qui sont valables au niveau juridique, au niveau pénal, mais qui sont aussi valables au niveau personnel et au niveau communal des victimes qui sont affectées. Alors, parlons des institutions. C'est le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. C'est le même statut qui a aussi créé ce fonds au profit des victimes à travers l'article 79, qui a été créé pas comme une institution qui appartient à la Cour, mais comme une institution qui appartient à les États partis et par-delà à la communauté internationale. Donc effectivement, la Cour et le fonds coexistent. La Cour, c'est une institution judiciaire. Le fonds est une institution non judiciaire, avec des compétences plutôt pluridisciplinaires. Donc, il y a des juristes, mais aussi des gens avec une spécialisation en médecin ou en psychologie ou en renforcement de capacité des structures locales. Donc, c'est un autre type de structure qui se propose à côté de la Cour et qui se propose comme partenaire dans cette ambition qui est incorporée dans le statut de Rome, à côté de cette ambition d'avoir une justice internationale pénale, d'avoir aussi une justice internationale réparatrice au profit des victimes. C'est la première fois qu'un corps international, un tribunal international, a à son côté une telle institution qui est non judiciaire, qui est un fonds alimenté avec des contributions volontaires, donc des donations. Ce n'est pas un fonds de garantie, c'est plutôt un fonds qui est créé pour assurer que les victimes pourraient avoir bénéfice des compétences et des ressources financières de ce fonds, pour assurer que la justice, comme développée dans la Cour, peut être aussi mise en œuvre sur le terrain dans les communautés affectées par le crime et auprès des victimes individuelles qui ont été affectées par le crime. Donc, les mandats du Fonds au profit des victimes sont deux. Il y a un mandat de réparation, de mise en œuvre des réparations qui ont été ordonnées par la Cour suite à une condamnation d'une personne pour des crimes spécifiques dont il était chargé. Il y a un autre mandat qui n'a pas cet aspect juridique, forcément, qui s'appelle le mandat d'assistance, qui relève plutôt à la situation en général des victimes dans le pays où la Cour a obtenu la compétence. Donc, ce mandat d'assistance vient en appui des victimes avec des programmes humanitaires plutôt, sans poser la question qui était l'auteur des crimes. Donc il n'y a pas un lien direct entre l'assistance fournie par la Cour, par le Fonds, et les affaires qui se proposent dans la Cour. Alors, avec ce mandat d'assistance, le Fonds a déjà opéré dans 2 pays, l'Ouganda et la République démocratique de Congo, pendant 8 ans. Et maintenant, on est en train de travailler avec 300 000 victimes dans ces pays, avec les programmes d'assistance médicale, les programmes d'assistance psychosociale, appui matériel, éducation, programme de médiation conflit, réconciliation. Alors, toute une gamme des approches qui prend en considération la situation actuelle des victimes, après la victimisation. Qu'est-ce que c'est nécessaire pour achever une transformation dans la vie des victimes, de finir d'être une victime, de redevenir une personne avec une capacité de découvrir sa dignité, son espoir, et aussi la capacité de gagner une vie pour eux-mêmes et pour la famille. Le deuxième mandat, le mandat de réparation, dépend des décisions de la Cour. Donc, d'abord, il faut avoir une condamnation. Second, il faut avoir une ordonnance de réparation sur base de cette condamnation. Et comme ça, ce mandat se propose plutôt comme une approche exclusive. Les réparations ne peuvent
que regarder les victimes qui ont été touchées par les crimes qui ont été condamnés. Il en suit que la seule personne qui est responsable pour financer les réparations, c'est la personne condamnée. Dans la situation où la personne condamnée n'a pas de ressources, où il était assez vigilant et caché ses ressources, il y a possibilité pour le fonds d'intervenir avec ses propres ressources. Ce n'est pas la situation que le cours peut imposer sur le fonds une ordonnance de réparation, de payer des réparations, c'est plutôt une décision qui tombe dans la discrétion du conseil d'administration du fonds de voir quelles ressources sont disponibles en général pour les réparations, combien de ces ressources est-ce qu'on peut utiliser pour faire un effort de transformer les ordonnances de réparation dans une réalité pour les victimes. Alors, ce n'est pas une décision judiciaire, c'est une décision administrative. Alors là, déjà, encore une fois, se propose le problème, comment est-ce qu'on peut réparer la vie? Si on prend le premier cas qui aboutit dans une ordonnance de réparation, c'est le cas contre M. Thomas Lubanga, qui était un homme politique congolais, un warlord également, qui était condamné pour le recrutement et l'utilisation des enfants soldats sous l'âge de 15 ans dans l'Est du Congo. Nous avons fait des recherches nous-mêmes pour savoir combien des enfants ont été affectés. Parce que ce n'est pas évident de trouver les enfants. Ils sont un peu partout dans l'Est du Congo, c'est une grande partie du pays. Nous avons estimé qu'il y aura 300 000 d'ex-enfants soldats qu'on peut déterminer d'être éligibles pour ce type de réparation. Il y a une deuxième catégorie de victimes qui s'appelle des victimes indirectes. Donc, ce sont les familles, les membres de famille. En total, on peut prévoir d'avoir un groupe de victimes potentiellement éligibles pour les réparations de 10 000. Et le fonds a disponible pour ces réparations un montant d'1 million d'euros. Comment est-ce qu'on peut proposer un programme qui regarde, qui a une possibilité d'achever une réparation réaliste et crédible et qui va vraiment dans la direction pour les victimes d'avoir une vie transformée. C'est la raison pour laquelle la Cour a décidé qu'il faut avoir des réparations collectives. Encore une fois, il se propose avec les réparations collectives comment est-ce qu'on peut toucher les victimes individuelles. Ce qu'a proposé le fonds, c'est de développer des programmes collectifs avec pour but d'avoir des résultats au niveau individuel. Donc on peut avoir des programmes de l'éducation, formation professionnelle, parce qu'on ne peut pas redonner aux ex-enfants soldats leur enfance, leur scolarité, mais on peut les aider de développer les compétences pour rentrer dans le marché et rentrer aussi dans leur communauté. Au niveau psychologique, on peut développer des programmes avec un élément d'accompagnement psychosocial au niveau individuel. Donc ce sont des programmes collectifs avec un but d'avoir un résultat au niveau individuel. Mais à côté de ça, on a proposé aussi d'avoir un programme de réparation collective plutôt symbolique. Ce qui est très important parce qu'on a développé une consultation sur le terrain avec la communauté et les victimes qui ont été affectées. Ils ont dit le problème d'abord, c'est de comprendre que les victimes localement ne sont pas compris d'être des victimes. Ils sont compris d'être des bourreaux, ou peut-être d'être des héros, mais pas forcément des victimes. Ce n'est pas compris que l'utilisation des enfants comme des soldats, c'est un crime. Alors, le programme de réparation symbolique, c'est conçu comme un programme préalable pour faire comprendre aux communautés que d'abord, l'utilisation des enfants soldats, c'est un crime. Et ce qu'on demande aussi, de faire comprendre qu'il y a une vraie victimisation au niveau des ex-enfants soldats. Ils sont victimisés
ils ont été déprivés de leur enfance. Ils n'ont pas une éducation, ils n'ont pas une place dans leur famille, dans leur communauté. Ils utilisent les drogues, l'alcool et tout ça, donc ils nuisent aussi à la communauté. Alors c'est très important d'avoir les communautés, comprendre et d'agir comme un élément constitutif, si on peut dire ça, des réparations pour les individus. Parce que sinon, ça va créer de la jalousie, ça va créer aussi de la stigmatisation additionnelle pour les ex-enfants soldats. Le même problème se proposerait avec les victimes de la violence sexuelle. D'abord, ils ont été des victimes de crimes. Deuxièmement, ils ont été victimes de la stigmatisation dans leur famille, dans leur communauté. Et si on ne touche pas à ce type de problématique, on ne peut pas créer une situation dans laquelle ce type de victime peut regagner leur dignité, leurs compétences et leur espoir. Donc cet aspect communal et individuel se propose, dans notre avis, toujours à côté d'eux. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, je vais vous proposer 4 questions qui se proposent dans notre pratique. Il y a deux questions qui se proposent plutôt au niveau juridique, judiciaire et plutôt administratif. Première question, c'est qui est responsable? On vient de parler de la réindividualisation des personnes coupables. C'est la qualité essentielle du statut de Rome qu'on parle de responsabilité pénale individuelle, au niveau des crimes, mais aussi au niveau des réparations. C'est une question judiciaire préalable qu'il faut répondre. Deuxième question, c'est quoi une victime? On propose la question dans la mesure qu'il faut définir la victime en répondant à certains critères. Le lien avec les crimes, l'identité des victimes, le fait qu'il peut produire des pièces d'identité, quelque chose comme ça. Donc ce sont plutôt des questions judiciaires, administratives. Dans notre opinion, ce n'est pas assez. Il faut aussi avoir des questions qui sont plutôt de nature réparatrice. Alors, ce n'est pas la question c'est quoi la victime, c'est plutôt la question c'est qui la victime. Et là, on a touché déjà, la victime a une amalgame d'identité. Une identité individuelle, une identité comme membre de famille, une identité de membre de sa communauté. Donc, cela invite une réponse holistique, réparatrice, qui est flexible et en même temps précise, qui peut considérer l'expérience individuelle de la victime, mais aussi l'expérience communale, et qui doit intégrer le passé, donc le fait que les crimes ont souvent été commis il y a longtemps, et l'actualité, le fait que la victime continue à souffrir de ces crimes jusqu'à ce moment. Et aussi, il faut considérer qu'il devrait être le choix du victime même, quelle mesure de réparation est le plus appropriée pour la réparation. Ce n'est pas un choix qui devra être développé à La Haye ou quelque part d'autre, c'est un choix qui devrait être développé en consultation, en conversation avec la victime. Ça peut prendre du temps, parce que la victime, si on parle des ex-enfants soldats, notre expérience, c'est que la victime n'est pas forcément ouverte à cette suggestion qu'il a souffert un préjudice mental, parce que ça peut donner une autre stigmatisation. Ça prend du temps. Il faut aborder cette question d'abord, avant qu'on peut discuter avec la victime quel autre type de réparation est important pour toi, pour vous. Alors, l'éducation, l'assistance médicale, l'assistance psychologique, c'est tout un processus qui prend du temps. Alors, la question, c'est qui la victime? C'est une question plutôt réparatrice qui devrait avoir une réponse réparatrice qui intègre
des disciplines différentes comme la psychologie, les sciences médicales, l'éducation et les autres disciplines. Il y a une deuxième question réparatrice qui se propose, c'est la question de faisabilité. Comment est-ce qu'on peut proposer un système de réparation dans des circonstances très difficiles qui se proposent sur le terrain, mais aussi au niveau du système? Le professeur Sanz a déjà indiqué que peut-être la Cour pénale internationale est intervenue trop tôt. On peut dire que peut-être c'était le moment exact à l'époque qu'on pourrait proposer ce système, mais depuis ce temps, il y a eu des développements politiques internationaux qui vont empêcher la création d'un système actuel dans ce moment. Donc il y a des développements qui pourraient l'empêcher. Et au niveau du terrain, sur le terrain des victimes, il propose ce même problème. Si on parle de la responsabilité pénale individuelle d'une personne, sur le terrain, dans la communauté, les gens vont dire « mais il n'était pas seul, il y avait des autres coupables. Comment est-ce qu'on va gérer ce type de problème? Comment est-ce qu'on va gérer que la responsabilité était individuelle, mais il y avait un système sur place qui est opéré et les gens se sentent souvent une victime du système à côté d'être victime d'une personne privée. Donc, la faisabilité de la justice pénale internationale et de la justice réparatrice internationale se propose dans le contexte des réalités sur le terrain. Et je crois que, bon, si on va poser la question, c'est encore trop tôt de dire est-ce qu'on va y arriver ou non. Je me souviens que j'ai rencontré M. Benjamin French, qui était le procureur américain à Nuremberg. Il m'a dit, M. Deban, ce que vous êtes en train de faire, c'est impossible. Cela me souvient de ce que j'étais en train de faire à Nuremberg. On m'a dit, c'est impossible. Mais c'est la raison principale pour faire l'effort. Parce que sinon, on fait quoi? Donc, pour moi, c'était une inspiration individuelle énorme, mais aussi une réalisation que ce qu'on propose de faire avec le Fonds pour vie des victimes, avec la Cour pénale internationale, c'est quelque chose qui est un acquis assez insécurisé. Donc, il faut faire l'effort. Il ne faut pas oublier que la justice n'est pas quelque chose qui se propose dans une vide, qui se propose dans une réalité politique, une réalité sociale et dans une réalité individuelle. Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir? Il est nécessaire d'avoir une volonté au niveau système, une volonté systématique, politique, de créer des institutions comme la Cour, comme le Fonds. Il faut avoir une volonté institutionnelle au niveau de la Cour et au niveau du Fonds, de faire ensuite que ce qui était prévu dans le statut de Rome doit être traduit dans quelque chose, une proposition concrète dans la salle de la Cour, mais aussi concrète dans les communautés. Il faut avoir une volonté communautaire. Si les communautés, si les familles des victimes ne sentent pas que les gens qui ont été victimisés ont besoin d'une assistance, d'une réparation, ça ne va pas aller. Il faut avoir que les communautés comprennent qu'il y a cette victimisation et qu'ils facilitent le processus d'avoir une réparation, une assistance auprès des victimes qui va, à la fin du jour, renforcer aussi leur communauté. Dernièrement, on a besoin d'une volonté individuelle au niveau de la victime. Ce n'est pas forcément et automatiquement le cas que la victime désire des réparations, désire de l'assistance. C'est un choix. Il faut le respecter, il faut faciliter le choix, il faut positionner une victime dans la position de faire un choix informé. Et comme ça, on peut arriver à cette idée de transformation au niveau personnel, vers la dignité, vers l'espoir et vers aussi un renforcement des capacités
des victimes au niveau individuel, mais aussi au niveau de la famille et de la communauté, d'améliorer la qualité de leur vie. Merci. Merci beaucoup, M. Debanne. Alors effectivement, je pense qu'on peut, à travers vos propos, retenir que ce qui est essentiel, à notre sens, c'est de créer une dynamique qui soit une dynamique à la fois de force, de proposition et d'action qui émane donc de votre fonds, et en même temps une autre phase de compréhension et oui, là encore, d'évolution, une espèce de cycle qui permettrait de développer l'action du fonds par le bas, si je puis dire, c'est-à-dire dans la mesure où il y aurait une démarche ascendante, comme l'on parlait ce matin, c'est-à-dire le fait que les victimes, même si elles n'en ont pas conscience, les systèmes politiques avec lesquels vous pouvez justement intervenir, contribuent à venir donner toute sa dimension et toute son ampleur, et même peut-être surdimultiplier l'action qui est la vôtre. Je pense qu'il y a ce cycle qui doit s'instaurer. Alors, voilà. Donc là, il ne s'agit pas seulement de coopération internationale, mais de coopération entre, je dirais, une structure internationale et les États qui, par ailleurs, sont aussi des États victimes. Donc voilà, mais de toute façon, je pense que tout à l'heure, au travers de... on ne pense pas aux questions maintenant, je pense qu'on fera le débat après. Voilà. Donc je pense que le public reviendra certainement sur ces aspects.